Nous allons étudier maintenant les conséquences des équations de mouvement de Newton. En fait, l'équation F égale ma n'était pas exactement celle écrite par Newton, mais plutôt la dérivée par rapport au temps de la masse fois la vitesse est égale à la force qui s'exerce sur ce corps. La seule petite subtilité, c'est qu'effectivement, si la masse est constante, alors elle sort de la dérivée et on a bien F égale ma. Mais l'équation introduite par Newton est bien valable, quelle que soit la masse, même si elle varie. C'est la dérivée par rapport au temps de la masse fois la vitesse est égale à la force qui s'exerce sur l'objet. La quantité masse fois vitesse revenant régulièrement en physique, on la nomme et on l'appelle cette quantité la quantité de mouvement. Le vecteur P est égal à la masse fois la vitesse. Une première conséquence triviale de cette équation, c'est qu'il suffit d'intégrer sur le temps. Si on intègre la dérivée de la quantité de mouvement, on a la quantité de mouvement après, à l'instant t2, moins la quantité de mouvement à l'instant t1, est égale à l'intégrale de la force sur le temps. Le terme de gauche est la variation de la quantité de mouvement. Le terme de droite, l'intégrale de la force sur le temps, s'appellera l'impulsion de la force entre l'instant t1 et t2. Une application simple de cette expression, si on désire arrêter un objet qui a une vitesse v, eh bien, si la force qui s'exerce pendant un temps très court, cette force sera gigantesque. En effet, si à un instant t1 la vitesse est v avec une masse m, et qu'à l'instant t2 l'objet est arrêté, la vitesse est nulle, et on suppose que pendant le choc la force est constante, on aura comme équation 0 qui est la quantité de mouvement finale, moins mv quantité de mouvement initial, égale moins la force fois delta t, qui est le temps entre t2 et t1. En conséquence, la force est la quantité de mouvement mv divisée par delta t. Imaginons une masse de 70 kg animée d'une vitesse de 10 mètres par seconde, c'est-à-dire 36 km à l'heure, qui est arrêtée par un mur pendant 1/100 de seconde. La force nécessaire à l'arrêt qui s'applique sur ce corps est donc de 70 000 newtons, l'équivalent du poids d'une masse de 7 tonnes. Quelle est maintenant la conséquence de la fameuse troisième loi de Newton? J'ai la dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement du corps A, qui est égale à la force exercée par B sur A. Et j'ai aussi la dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement de B est égale à la force exercée de A sur B. Ce système ici, qui ne contient que deux corps, est appelé fermé parce que nous avons bien les deux équations du mouvement avec la force de A sur B et la force de B sur A. Pour manipuler ces équations, une technique simple consiste simplement à les additionner. La dérivée de la quantité de mouvement de A plus la dérivée de la quantité de mouvement de B est égale à la force de B sur A plus la force de A sur B. Mais d'après la troisième loi, cette somme des deux forces est nulle. Mais si la dérivée d'un objet est nulle, en conséquence, cet objet est constant, ce qui signifie que la quantité de mouvement à tout instant t de la particule A plus la quantité de mouvement à tout instant t de la particule B doit être égale à la somme de la quantité de mouvement à un instant initial. Donc nous avons une conséquence fondamentale de la troisième loi de Newton. La quantité de mouvement total d'un système qui est fermé est toujours constante. La constance de la quantité de mouvement total permet de définir un point grand G qui s'appelle le centre de masse et dont la définition est la masse de A fois la position de A plus la masse de B fois la position de B divisé par la masse totale. À cause de la conservation de la quantité de mouvement total, eh bien, la vitesse de ce point, de la vitesse du centre de masse, est une constante, ce qui veut dire que le centre de masse est toujours en mouvement rectiligne uniforme. Les deux expériences qui suivent illustrent la conservation de la quantité du mouvement total et nous reviendrons sur ces petites expériences pour les expliquer en détail. Voici trois pièces de monnaie identiques. Deux sont collées l'une contre l'autre. La troisième est éloignée de quelques centimètres, mais dans le même alignement. Si l'on envoie la pièce isolée percuter la pièce la plus proche en un choc frontal, c'est la pièce la plus éloignée qui est éjectée, alors que les deux autres restent immobiles. La quantité de mouvement de la première pièce s'est transmise à la troisième en transitant par la pièce centrale. Cette propriété qu'ont deux solides de se transmettre leur quantité de mouvement au cours d'un choc
explique le fonctionnement du pendule de Newton. À l'équilibre, les billes du pendule sont en contact les unes avec les autres. Si l'on écarte l'une des billes placées aux extrémités du pendule et qu'on la laisse retomber, c'est la bille placée à l'autre extrémité qui s'élève, alors que les autres restent immobiles. La première et la dernière bille du pendule, bien que n'étant jamais en contact, échangent ainsi leur quantité de mouvement. Si les chocs sont quasi élastiques, le phénomène peut se reproduire un grand nombre de fois. Dans la tranche d'une mince planchette de bois, on a fixé 4 roues, formées chacune d'une punaise et d'un bouchon de plastique. Sur la planchette, on a aussi fixé 3 vis disposées en triangle, sur lesquelles on va tendre un élastique maintenu par un fil de coton. Plaçons une pomme de terre entre les bras de l'élastique. Si l'on brûle le fil de coton, le chariot et la pomme de terre vont partir dans 2 directions opposées. On dit qu'il y a propulsion par réaction. Cette expérience met en évidence la conservation de la quantité de mouvement du système constitué par le chariot et la pomme de terre. Ce théorème sur les systèmes fermés se généralise à plus de 2 corps, bien entendu. Si on a n corps, chaque corps a une équation du mouvement qui dit que la dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement du corps numéro i est égale à la somme des forces venant de tous les autres corps numéro j. Je peux additionner toutes ces équations et la quantité de mouvement totale sera donc conservée. De même, on généralise la notion de centre de masse. La position du centre de masse est par définition 1 sur la masse totale, multiplié par la somme des produits des masses des objets fois leur position. Et le centre de masse est en mouvement rectiligne uniforme. Pour illustrer cela, imaginons 3 points. Le point A qui se trouve aux coordonnées 1, 2, le point B aux coordonnées -1, 3, le point C aux coordonnées 4, 2. Je donne des masses à ces points. La masse de A est 1,5 kg, la masse de B 2,5, la masse de C 4. En utilisant la définition du centre de masse, je calcule la position du point G et je trouve 1,875 et 2,3125. Le centre de masse, appelé aussi centre de gravité, est important pour déterminer l'équilibre d'un objet. La vidéo qui suit illustre ce principe. Pour faire cette expérience, il faut une assiette, 3 bouchons, 4 fourchettes, une bouteille et un clou. Chaque fourchette est piquée dans un demi-bouchon. Le dernier bouchon, percé du clou, est placé sur le goulot de la bouteille. Posons l'assiette sur le clou. Si on la lâche, elle tombera. À l'aide des demi-bouchons, disposons les 4 fourchettes sur le bord de l'assiette, à égale distance les unes des autres. Ne lâchez surtout pas l'assiette avant la fin de cette opération. L'assiette reste maintenant en équilibre sur la bouteille et on peut aussi la faire tourner. Le poids des fourchettes a déplacé le centre de gravité de l'assiette en dessous de la pointe du clou. Un autre théorème de conservation qui est une conséquence des lois de Newton s'appelle le théorème de la conservation du moment angulaire. C'est plus compliqué que la conservation de la quantité de mouvement, mais c'est tout aussi fondamental. Et pour ce faire, on est obligé d'introduire un produit entre vecteurs qu'on appelle le produit vectoriel. Si j'ai 2 vecteurs, le vecteur A et le vecteur B, je vais définir un troisième vecteur, le vecteur C,
qui sera noté C égale A produit vectoriel avec B. Le symbole produit vectoriel ici est un petit v renversé. La propriété fondamentale du produit vectoriel, c'est que ce vecteur C est perpendiculaire à la fois au vecteur A et au vecteur B. Il est donc perpendiculaire à la surface que forment A et B. Et il est orienté dans le sens d'une vis qui tourne en allant de A vers B. Comme ce vecteur C est orienté lorsqu'on tourne de A vers B, le produit vectoriel de A par B n'est pas commutatif, il est même anticommutatif, puisque aller de A vers B donne une direction qui est opposée à celle qui va de B vers A. La longueur de ce vecteur C est égale à la longueur du vecteur A fois la longueur du vecteur B fois le sinus de l'angle entre ces deux vecteurs. En fait, ce produit de A fois B fois sinus θ n'est rien d'autre que la surface du parallélogramme que font les deux vecteurs A et B. Le produit vectoriel est nul si les vecteurs A et B sont parallèles, puisque l'angle θ fait soit 0, soit π. Comment pratiquement réaliser un produit vectoriel entre deux vecteurs? Dans un système de coordonnées à 3 dimensions, nous avions 3 directions perpendiculaires, 3 vecteurs unités, un x, un y, un z. Et bien par construction, nous choisissons l'orientation du vecteur 1z dans le sens du produit vectoriel de 1x par 1y. Et de même, le produit vectoriel de 1y par 1z donne un x, et le produit vectoriel de 1z par 1x donne un y. Notre système de coordonnées est non seulement 3 axes perpendiculaire, mais est aussi orienté. Donc imaginons que j'ai un vecteur A qui a comme composante 2, moins 3, 4, et un vecteur B qui a comme composante moins 1, 2, moins 2. Calculons le produit vectoriel de A par B. Je fais une distribution entre le vecteur A et le vecteur B, en se souvenant évidemment que le produit vectoriel de x par x fait 0, de 1y par 1y fait 0, et d'un z par un z fait 0. Il nous reste donc 4 fois le vecteur 1x, produit vectoriel 1y, et ainsi de suite. J'utilise ensuite l'orientation de mon système de coordonnées, donc 1x produit vectoriel 1y donne 1z, mais 1y suivi de 1x donne moins 1z. Donc je substitue toutes les orientations dans cette équation et j'obtiens que le produit vectoriel final vaut moins 2 dans la direction 1x plus 1 dans la direction 1z. Comme il est difficile de faire des dessins à 3 dimensions sur une feuille qui n'a que 2 dimensions, on utilise une règle, une convention d'écriture. Si je prends mon vecteur A et B sur la feuille de papier, donc dans le plan, et que je veux calculer le produit vectoriel de A par B, le sens de rotation va de A vers B dans le sens des aiguilles d'une montre. Je dessinerai pour le vecteur C une croix pour indiquer que le vecteur C rentre dans cette feuille de papier. Si je prends de nouveau le produit vectoriel de A par B, mais cette fois-ci avec A en dessous de B, je tourne dans le sens opposé des aiguilles d'une montre et je désigne C par un rond avec un point pour désigner que le vecteur C sort de cette feuille de papier. En fait, la croix et le point, la croix désigne l'arrière d'une flèche et le point désigne la pointe de la flèche, ce qui permet ainsi de visualiser l'orientation du vecteur C, produit vectoriel de A par B. Ce produit vectoriel va nous permettre de définir une grandeur qui s'appelle le moment angulaire. L'équation du mouvement d'un point A, et donc la dérivée par rapport au temps de la quantité du mouvement du point A, est égale à la force totale qui agit sur A. Eh bien, faisons le produit vectoriel de la position du point A par la dérivée de la quantité de mouvement. On obtient alors évidemment le produit vectoriel de la position du point A par la force qui s'exerce sur A. Mais le produit vectoriel de la position par la dérivée de la quantité de mouvement n'est rien d'autre que la dérivée par rapport au temps du produit vectoriel de la position par la quantité de mouvement. En effet, si on applique les règles de la dérivée par rapport au temps de la position produit vectoriel quantité de mouvement égale la dérivée de la position au produit vectoriel avec la quantité de mouvement plus la position fois la dérivée de la quantité de mouvement.
Mais comme la dérivée de la position est la vitesse étant parallèle avec la vitesse, eh bien le premier terme disparaît, et donc la dérivée par rapport au temps de la position par la quantité de mouvement n'est rien d'autre que la position produit vectoriel avec la dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement. Donc l'équation de Newton devient donc la dérivée par rapport au temps du produit vectoriel de la position par la quantité de mouvement n'est rien d'autre que le produit vectoriel de la position par la force totale qui s'exerce sur le point A. Le produit vectoriel de la position par la quantité de mouvement sera noté le vecteur L de A mesuré par rapport à O, centre du système de coordonnées, et s'appelle le moment angulaire du point A par rapport à O. Le produit vectoriel de la position de A par la force totale qui s'exerce sur A s'appellera le moment de la force par rapport au point O. Quel est le sens physique du moment angulaire du point A par rapport au point O? Le point A est en mouvement avec une vitesse v. Si j'attends une durée dt, le point A s'est déplacé de v dt. Le point A a donc balayé la surface d'un triangle. La surface de ce petit triangle égale le côté OA fois l'autre côté qui est VDT fois le sinus de l'angle entre OA et VDT et le tout divisé par 2. Donc je peux diviser cette surface par la durée dt. J'ai donc la dérivée de cette surface par rapport au temps est égale à 1/2 de OA fois la vitesse fois sinus θ. Mais ça, c'est exactement égal au module du produit vectoriel de OA par V. Donc je conclus que la dérivée par rapport au temps de la surface balayée par le point A dans son mouvement est égale à la moitié de la norme du produit vectoriel de la position par la vitesse. Et cette norme n'est rien d'autre que la norme du moment angulaire du point A par rapport à O divisé par la masse. La norme du moment angulaire est donc reliée physiquement à la dérivée de la surface balayée par le point A dans son mouvement. La direction du moment angulaire est intéressante aussi puisqu'il est perpendiculaire à OA, il est perpendiculaire à la vitesse, donc il est perpendiculaire au plan de la trajectoire suivie par A. Appliquons le résultat à la loi de gravitation. Si le point A est attiré vers le point O par une force de gravitation, la force sur A est parallèle au vecteur position OA et donc le moment de la force par rapport à O est nul. Donc la dérivée du moment angulaire de A par rapport au temps est nulle. Donc le moment angulaire de A par rapport à O est une constante, ce qui signifie que sa direction ne change pas, donc la trajectoire est plane et reste plane. Et deuxièmement, cela signifie que la vitesse à laquelle la surface est balayée est une constante. C'était une des lois de Kepler. Une autre application fondamentale de la relation entre la dérivée par rapport au temps du moment angulaire et du moment de force est la notion d'équilibre. Le moment angulaire apparaît si la position produit vectorielle avec la quantité de mouvement n'est pas nulle. Donc lorsqu'il y a équilibre, il faut non seulement que la force totale soit nulle, mais que le moment angulaire de l'objet soit nul, c'est-à-dire que le moment total des forces soit nul. Prenons par exemple une barre qui a une masse m et qui est posée sur deux doigts, un à gauche du centre de masse et un à droite du centre de masse. Il existe donc une force n gauche qui agit verticalement vers le haut à gauche du centre de masse et une force n droite qui agit verticalement vers le haut à droite. La force à gauche, n gauche, agit à une distance Lg et la force de droite agit à une distance Ld. La somme des forces doit être égale à L0, donc la force à gauche Ng plus la force à droite Nd, moins Mg, qui est verticale vers le bas, doit être égale à 0. Mais clairement, cette équation ne suffit pas pour déterminer les deux forces Ng et Nd. Ajoutons maintenant l'équation des moments. Le moment total doit être nul et prenons comme point de référence le point G. Donc le moment de la force Ng plus le moment de la force Nd plus le moment du poids doit être égal à 0.
Mais le poids passant par G, la distance entre G et G étant nulle, le moment du poids n'intervient pas dans cette équation. Le moment de NG par rapport à G tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et vaut simplement la distance LG fois NG. Le moment de la force ND tourne dans le sens opposé des aiguilles d'une montre et vaut simplement LD fois ND. Nous avons donc l'équation que la distance à gauche LG fois NG doit être égale à la distance à droite LD fois ND. Grâce à cette deuxième équation, nous pouvons déterminer la force NG et la force ND. On voit donc que la force NG est plus grande que la force ND puisque LD est plus grande que LG. Pour être un peu plus précis, la force NG agit sur un point P qui est plus bas que le centre de gravité. Même chose pour la force ND. Le moment de la force NG par rapport à G consiste à faire le produit vectoriel du vecteur qui va de G à P par la force NG. Mais tout vecteur JP peut se décomposer comme la somme de deux autres vecteurs. Et donc j'ai tout intérêt à déterminer le point P perpendiculaire tel que GP perpendiculaire est perpendiculaire à NG. En conséquence, le vecteur GP peut s'écrire comme la somme de GP perpendiculaire plus P perpendiculaire P. En décomposant de cette sorte, le produit vectoriel de GP par NG devient simplement le produit vectoriel de GP perpendiculaire par NG plus le moment de P perpendiculaire P par NG. Mais P perpendiculaire P étant parallèle à NG, cette dernière partie s'annule. Et donc le moment angulaire de la force NG par rapport à G n'est rien d'autre que le produit vectoriel de GP perpendiculaire par la force NG. On a pris le point G pour calculer le moment total, mais on peut prendre strictement n'importe quel autre point. Par exemple, je peux calculer le moment par rapport au point PG, là où agit la force NG, et j'obtiens exactement le même résultat. La petite expérience qui suit montre exactement cette situation, avec en plus un mouvement qui va induire des forces de frottement. Le centre de gravité d'un balai a été matérialisé par la bague jaune collée sur son manche. Posons le balai sur l'index des deux mains, placées à des distances inégales de la bague. En rapprochant les deux mains, on constate que c'est la main la plus éloignée de la bague qui glisse en premier. Ensuite c'est l'autre, et ainsi de suite. Les deux mains se rejoignent donc au centre de gravité du balai. Recommençons la manipulation. Cette fois, c'est la main gauche qui a été éloignée de la bague. La force de frottement entre le doigt et le manche du balai est d'autant plus faible que la main est loin du centre de gravité. C'est pourquoi c'est cette main qui glisse la première. Appliquons maintenant ce théorème sur les moments angulaires à par exemple un système fermé contenant deux particules, la particule A et la particule B, avec des forces internes entre A et B et entre B et A. Comme nous l'avions fait pour la quantité de mouvement, additionnons les deux équations des moments angulaires. Donc la dérivée par rapport au temps du moment angulaire de A par rapport à O plus le moment angulaire de B par rapport à O est égale au moment de la force de B sur A par rapport à O plus le moment de la force agissant de A sur B par rapport à O. Utilisons le centre de masse G des points A et B pour réécrire le vecteur OA et le vecteur OB. Le vecteur OA est évidemment égal à OG plus GA et le vecteur OB est égal au vecteur OG plus GB. J'insère cette relation dans le calcul du moment total des forces et je vois qu'apparaît le moment par rapport à G de la force totale plus les moments des forces par rapport au point G. La troisième loi de Newton nous dit que la force de B sur A plus la force de A sur B est nulle et donc le premier terme disparaît. Cette même troisième loi de Newton
permet de réécrire FAB comme étant moins F de BA, ce qui signifie que le moment total de la force est simplement le vecteur BA produit vectoriel avec la force de B agissant sur A. Les forces étant dirigées de A vers B, ce moment est donc nul. Donc pour un système fermé, la dérivée par rapport au temps du moment angulaire total par rapport à O est nulle, et donc le moment angulaire total est conservé au cours du temps. Dans un mouvement circulaire uniforme, le vecteur position est perpendiculaire à la vitesse. Cette vitesse est oméga r dirigée tangentiellement. La position est r dirigée normalement. Et donc on trouve que le moment angulaire est simplement la masse de l'objet fois oméga fois r carré fois le vecteur unité perpendiculaire au plan de rotation. La petite expérience qui suit illustre le principe de conservation du moment angulaire. Sur un fil fin et résistant d'environ 50 cm de longueur, enfilons un bouton, ou mieux encore, un écrou d'acier aussi lourd que possible. Sans tendre le fil, mettons l'écrou en rotation en faisant décrire des cercles à chacune des deux mains. Lorsque l'écrou tourne suffisamment vite, arrêtons de faire tourner les mains et tendons progressivement le fil. Le ralenti montre que l'écrou décrit des cercles de plus en plus petits, mais avec une vitesse angulaire de plus en plus grande. L'écrou sur son fil constitue un système mécanique pseudo-isolé. Cela signifie que son moment cinétique se conserve au cours du temps. Or, celui-ci est proportionnel à la vitesse angulaire de rotation du boulon, ainsi qu'au carré du rayon de sa trajectoire. Si on diminue le rayon du cercle en tirant sur le fil, la vitesse angulaire doit augmenter pour respecter la loi de conservation. L'écrou tourne ainsi de plus en plus vite sur un cercle de rayon de plus en plus petit. Pour le dernier théorème déduit des équations de mouvement de Newton, nous devons introduire un nouveau produit entre vecteurs qui s'appelle le produit scalaire. Si j'ai deux vecteurs, A et B, je définis le produit scalaire entre A et B comme étant la longueur de A fois la longueur de B fois le cosinus θ de l'angle entre les deux vecteurs. Si le produit scalaire est nul, c'est que le cosinus θ est égal à 0 et que donc les deux vecteurs sont perpendiculaires. Le produit scalaire d'un vecteur par lui-même donne simplement sa longueur au carré. Dans un système de coordonnées, les trois vecteurs de base x, y, z sont perpendiculaires, et donc le produit scalaire 1x par 1y fait 0, 1x par 1z fait 0, et 1y par 1z fait 0. En conséquence, si j'ai un vecteur A qui a comme composante AX, AY, AZ, et un vecteur B qui a comme composante BX, BY, BZ, le produit scalaire de A par B est AX, BX plus AY, BY plus AZ, BZ. Utilisons maintenant le produit scalaire et l'équation de mouvement de Newton. J'ai la masse fois la dérivée de la vitesse par rapport au temps égale la force agissant sur cette masse. Je vais faire le produit scalaire, tant à gauche qu'à droite, par la vitesse. Mais je constate mathématiquement que le produit scalaire du vecteur vitesse par sa dérivée n'est rien d'autre que la dérivée par rapport au temps de 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. On appelle 1/2 mv carré l'énergie cinétique du point A. Donc on déduit des lois de Newton que la dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique d'un point A est égale au produit scalaire de la force qui agit sur A fois la vitesse du point A. Le produit scalaire de la force par la vitesse s'appelle la puissance. On peut évidemment intégrer par rapport au temps, et donc on a l'énergie cinétique à l'instant t2 moins l'énergie cinétique à l'instant t1,
égale à l'intégrale sur le temps du produit scalaire de la force par la vitesse. Mais le produit du vecteur vitesse fois dt n'est rien d'autre que le déplacement dx. Et donc cette intégrale sur le temps devient une intégrale sur la position. L'énergie cinétique à l'instant t2 moins l'énergie cinétique à l'instant t1 est égale à l'intégrale du produit scalaire de la force par le déplacement entre la position 1 et la position 2. En quelque sorte, le temps disparaît de cette équation et on peut affirmer que la variation d'énergie cinétique entre le point 2 et le point 1 est égale à l'intégrale entre la position 1 et la position 2 du produit scalaire de la force par le déplacement. Cette intégrale s'appelle le travail de la force entre le point 1 et le point 2.